On est parti, messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alexis, bien le bonjour. Comment tu vas, mec? Hello Thibaut, ça va bien, merci. Et toi, la forme? Très bien, très très bien. Beaucoup de jobs en ce moment, mais ça va bien. Je suis content de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais te, te présenter actuellement pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Carrément. C'est toujours une tâche un peu difficile de se présenter, mais je vais essayer de faire bref. Si jamais je suis trop long, tu me coupes. Donc, Alexis, euh, coach diplômé d'État depuis 2018. Je suis sur les réseaux aussi depuis à peu près la même période. J'ai commencé sur YouTube, Instagram. Euh, et puis voilà, j'aide les personnes à devenir des athlètes plus complets de manière générale, en développant différentes qualités physiques, donc force, explosivité, souplesse et d'autres. Voilà, que dire de plus? Écoute, c'est déjà assez complet, c'est cool. On a une bonne idée un peu de qui tu es, de ce que tu fais. Pour mettre un peu le contexte pour ceux qui regardent la vidéo, t'as rejoint Autobahn il y a quelques mois et puis l'idée c'est de faire un petit débrief par rapport à est-ce qu'il y a eu des résultats? Si oui, à quoi est-ce que ça ressemble? Comment est-ce que ça se passe? Et qu'on puisse un peu raconter l'histoire parce qu'il y a eu beaucoup de changements et il y en a encore beaucoup, surtout dans les prochaines semaines qui vont venir. Bah, franchement, j'ai hâte qu'on puisse, aller dedans. Je crois que ça fait quoi? Ça fait depuis février qu'on bosse ensemble? C'est ça. Ouais, ouais, on est rentré, je pense, début février. On a commencé début février ensemble. OK. Est-ce que tu peux partager genre en une phrase tes résultats, actuels? En une phrase, là, j'ai fait au mois de juillet, du coup, mon plus gros mois. Euh, Parce que je pense que c'est de ça dont on parle, enfin qui est le plus important. Donc j'ai dépassé la barre des 10 000 euros par mois. J'ai fait 10 600 euros et quelques de chiffre d'affaires au mois de juillet. Donc gros résultat. Machine de guerre. Et en août, tu as fait combien d'ailleurs? Je t'avais pas demandé. En août, j'ai fait, je crois, 6 500, un truc comme ça. Ouais, ouais. Petite baisse de régime là au mois de... Ah non, pardon, excuse-moi, je te dis des bêtises. Ça, c'était au mois de juin, pardon. Et au mois d'août, du coup, petite baisse de régime justement. Et là, j'ai fait 3 500. Redescendu à fond. Ça, ouais, ça a pas mal redescendu. Après, c'est en partie ma faute, en grande partie d'ailleurs, parce que tu sais, c'est toujours difficile quand tu brises un nouveau palier Grave. de se mettre une nouvelle déterre et de se dire, ok, bon, on repart de zéro, mais on va chercher maintenant encore plus haut. Du coup, souvent, t'as une baisse de régime. Et voilà, j'ai pas été aussi régulier et sérieux que ce que j'aurais dû. Donc, Je suis tellement content que tu me dises ça parce que c'est un truc qui est tellement régulier que dont personne ne parle. Quand tu atteins un objectif, tu te dis: «C'est bon, en fait, j'ai gagné, genre, c'est bon, hmm, je suis le roi du monde» et du coup, forcément, tu te relâches, tu reviens vers, tes standards, ouais. la pire version que tu peux accepter, quoi. Et toi, sur le moment, par rapport à ces 10 ça t'a fait quoi de ça représentait quoi pour toi cet objectif des 10 Parce que c'est souvent un graal, un peu le truc à atteindre. Ça fait quoi de l'atteindre finalement? C'est un petit peu le truc qu'on nous vend et qu'on nous rabâche jour et nuit sur les réseaux, la barre des 10 000 euros. C'est sûr que c'était une grosse barrière mentale. Et 5 chiffres aussi. Ouais, c'est un accomplissement. Clairement, c'est un vrai accomplissement. Je m'étais fixé de faire ça avant mes 30 ans. C'était un objectif personnel. Je suis très content, très fier et ouais, super heureux de l'avoir accompli, de l'avoir atteint, parce que ça me prouve en fait que, en plus de ça, en étant plus ou moins tout seul, ben que je suis capable de faire quand même de générer un peu d'argent. Donc c'est cool. Après voilà, le sentiment de fierté, d'accomplissement, de tout ce que tu veux, il est très vite remplacé par la suite. Et en fait, comme à chaque fois, hein, de toute façon, on reste humain et à chaque fois qu'on atteint un palier, un goal, et ben simplement on se fixe de nouveaux objectifs et on a envie, besoin, pour la plupart d'entre nous en tout cas, d'aller chercher plus haut. Donc maintenant, tu vois, je passe assez rapidement à autre chose et j'ai envie d'aller faire en sorte déjà que ça soit banalisé, que ça devienne un petit peu la norme et que ça soit pas juste une fois dans une vie ou une fois dans l'année, mais que ça devienne vraiment un minimum, on va dire. Déjà, le jour où j'aurai réussi à faire ça, ça sera très très cool. Et puis bah après, aller chercher 15, 20, j'en sais rien, on verra. On n'est pas rendu là, mais Aller bouffer le monde, quoi. c'est ça. Excellent. Et tu où, exactement avant de rejoindre, l'autobahn en termes de chiffres, en termes de principal, problème, genre fonctionnement général de ton business? Qu'est-ce qui bloquait de manière générale, avant de nous rejoindre? Alors ça, c'est justement une très bonne question parce que tu m'as demandé quels ont été les résultats avec l'autobahn. J'ai répondu d'un point de vue chiffre euh, parce que c'est probablement ce qui intéresse les gens. Mais moi, j'ai envie de dire
ce qui m'a le plus apporté dans l'autobahn, c'est même pas d'un point de vue chiffre, parce que avant ça, j'avais déjà fait des bons mois. Voilà, j'arrivais à faire entre 3 et je me souviens mon meilleur mois, c'était 7 000 et quelques. Donc c'était quand même correct, en tout cas. Par contre, là où ça a été le vrai game changer, c'est que tu m'as vraiment, poussé à faire en sorte, de pouvoir automatiser, scaler, simplifier un petit peu mon processus de, mmh, de gestion de mes clients. Parce que une des problématiques que j'avais, c'est que, avant de rejoindre l'autobahn, du coup, je fonctionnais, et ce depuis déjà des années, sur un fonctionnement assez classique en tant que coach sportif, c'est-à-dire, bon, j'avais mes élèves que je coachais de manière ultra individuelle en 1-1, et je fonctionnais sur WhatsApp, sur Google Sheet. Donc, en gros, je leur faisais leur programmation tous les 4 à 6 semaines. J'actualisais les programmations plusieurs fois par semaine, et c'était extrêmement chronophage, et du coup, je pouvais pas passer au-dessus des 25-30 clients, et ça m'emmerdait profondément. Ça faisait des années que je faisais ça, j'en avais vraiment marre, parce que j'avais la sensation d'être dans ce que je pouvais apporter, dans le sens où mon quotidien, c'était ça en fait, c'était faire des programmations, actualiser les programmations, faire des appels clients, et c'était en fait, j'étais bloqué dans un cercle vicieux qui m'empêchait d'être productif et d'apporter d'autres valeurs, parce que j'ai la sensation et l'envie de vouloir parler de plein de choses, et dans ce cadre-là, je pouvais pas, j'étais bloqué et j'arrivais pas à me défaire de ce truc-là, en fait. Et vu que c'est quelque chose dans lequel j'étais bloqué depuis plusieurs années, j'avais énormément de mal à passer au-dessus de ça, changer le système que j'avais pour pouvoir justement me libérer du temps et repartir sur un système un petit peu différent qui m'aurait permis par la suite de scaler. Et c'est justement ce qu'on a fait avec toi dès les premières semaines. Tu m'as dit, écoute, oublie, oublie WhatsApp. Enfin, en gros, tu m'as juste bougé le cul, clairement, pour parler crûment, et tu m'as vraiment permis de simplifier énormément le processus. Je suis passé du coup sur School, donc forcément pour mes clients, en fait, c'est aussi un gros changement. Il y en a qui ont adhéré, il y en a une petite partie qui ont pas trop adhéré et que j'ai perdu. Mais je pense que ça fait partie du jeu aussi, de perdre des personnes en route pour pouvoir, enfin, de baisser un petit peu pour pouvoir remonter de plus belle par la suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, ça peut faire peur, tu vois, parce que tu te dis, bon, là, c'est un gros changement, je vais passer sur School, du coup, les retours, ils vont plus être aussi individualisés et personnels que ce que ça pouvait être par le passé, par WhatsApp et tout, de manière vraiment privée. Et au final, dans, je dirais, 90% des cas, ça a été très bien reçu. Les 10% à qui ça a pas trop plu, bon, bah, j'ai continué comme je leur avais promis initialement, sur la promesse de l'engagement que j'avais eu avec eux. Et puis par la suite, bon, ils ont pas continué. Mais en fait, aujourd'hui, la plupart des personnes se rendent compte de ce que je voulais mettre en place, et ils apprécient et ils en sont très contents. Donc ouais, le plus gros changement, pour revenir à ta question, parce que je me suis peut-être un peu éparpillé, mais ça a été ça. C'était vraiment le fait que aujourd'hui, je suis capable de créer quelque chose qui va me permettre de scaler vraiment beaucoup plus fort par la suite, et c'est déjà le cas un petit peu aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'ai une plateforme de formation avec du coup différents modules, et je fais plus de l'ultra individualisé, comme ça pouvait être le cas par le passé. OK, excellent. Ouais, en fait, c'est un peu ce dilemme, ce paradoxe où tu te dis: «Je dois laisser tomber 2-3 personnes pour pouvoir aider d'autres personnes», tu sais, c'est un peu le paradoxe du bus, c'est est-ce que tu sauves une personne ou est-ce que tu en sauves, 10? Bah, Ouais. dans tous les cas, il faut en sacrifier une ou l'autre. Dans tous les cas, tu auras des gens qui vont gueuler, mais il faut voir quelle est la mission globale que tu veux, accomplir et surtout, toi, la vie que tu veux mener, quoi. Parce Mmh. qu'on est d'accord que Ouais, après parce des que je trop grosses m'épanouissais pas journées. là-dedans, en fait. Ça me saoulait, tu vois? Tous les matins, je me levais, j'étais là: «Putain, vas-y, j'ai encore, 2-3 heures de retour client, d'actualisation, de programmation», et je te jure, bon, ça commence à faire un petit moment que je suis, dans ce milieu-là. Comme j'ai dit au début du podcast, 2018, donc bon, ça fait pas non plus 20 ans, mais ça fait quand même plusieurs années. Et au bout de plusieurs années, quand tu répètes tout le temps les mêmes tâches et tout, c'est et encore une fois, il y a des gens pour qui ça va de faire du coaching 1-1 et qui s'épanouissent là-dedans et tout. Moi, j'avais l'envie d'aider plus de gens, en fait. Et là, j'étais bloqué à pouvoir aider 20-30 personnes max, et ça me frustrait énormément. Et du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de je sais pas, qu'on bosse ensemble? Bah, ton approche, mais de base, pour expliquer un petit peu l'histoire, t'avais envoyé une vidéo du coup à ma copine, qui te connaissait pas du tout.
Moi non plus, je te connaissais pas et tu avais envoyé du coup, une petite vidéo personnalisée et tout et elle était pas trop chaude de répondre et tout. Je crois que tu avais dit, un truc du genre: «J'ai une bonne, une mauvaise nouvelle, tu veux laquelle en premier?» Un truc comme ça et Exactement. et elle, elle m'avait montré le message et tout. Elle me dit: «Tiens regarde, j'ai encore un mec qui me prospecte, qui m'envoie un DM pour me vendre ses trucs et tout» et je lui dis: «Ouais mais tu rien à perdre, vas-y, dis-lui, demande-lui la suite quoi». Et du coup, bref, après, tu nous as proposé un appel et cetera. On a accepté parce que moi, j'étais curieux. Hem et du coup, bah, voilà, c'est simplement ce qui m'a convaincu, c'est, ton approche déjà. Le fait que j'ai bien aimé la manière dont tu as amené l'appel, le lien que tu as créé avec nous, l'empathie. Donc dans un premier temps, c'est ça qui m'a convaincu, même si évidemment j'avais des réserves parce qu'on se connaissait pas du tout et bon, mine de rien, pour pouvoir rentrer dans un accompagnement, personnellement, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire et un Bien simple sûr. appel de vente, ça suffit pas forcément, mais je me suis dit: «Allez, vas-y». Bon, je me suis renseigné déjà, j'ai regardé tes témoignages et cetera, puis après je me suis dit: «Vas-y, let's go, faut essayer quoi». Ça m'inspire confiance, j'aime bien l'énergie de la personne en face. Il a des témoignages clients qui sont solides. En fait, moi-même, ton approche, elle m'a convaincu et ce que j'avais besoin aussi, c'était un système de prospection qui fonctionnait, tu vois? Et que j'avais pas et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, si moi ça m'a convaincu, ça veut dire que je en faisant un petit peu la même méthodologie, je pourrais très certainement convaincre des gens aussi», tu vois? Bien Donc sûr. donc c'est ça qui m'a convaincu, en fait, tout simplement. Je me suis fait hameçonner un petit peu par ton approche et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas pouvoir le répliquer sur mon business?» Ouais. Cool. Bon, ouais, tu vu la vidéo personnalisée, tu t'es dit: «Ben, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs». Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, cette niche, en fait, c'est un moment de ma vie ou du business où j'étais vraiment focus uniquement sur, coach et coach sportif. Maintenant, je suis revenu sur une base où j'aide plutôt les gens, à sortir de zéro. Mmh, en fait, j'ai réalisé quand je prospectais à froid les gens qui étaient dans le coaching ou coaching sportif, en fait, c'est la niche qui se fait le plus targeter au monde. Genre, j'ai l'impression que, j'étais genre un parmi genre 15 milliards et en fait, il y a tout le monde qui s'est fait, brûler dans le passé. Vraiment, c'est une niche qui est difficile et je respecte vraiment ceux qui arrivent à vivre dedans. Et justement, si cette méthode-là a permis de se démarquer sur ce marché-là, qu'est-ce que ça va donner en B2C quand tu vas être avec tes propres clients qui n'ont pas été autant stimulés par des concurrents ou d'autres personnes? Ce qui fait que maintenant, est-ce que tu connais ton ABR comme ça de tête ou pas? En moyenne, ouais, il est très faible. OK. Hem mais ouais, je crois qu'il est en moyenne 2 à 2,5. OK, OK. Ça faudrait qu'on regarde parce que normalement, tu es pas censé avoir un c'est sur des gens qui sont nouveaux sur le compte? Ouais, ouais, OK, ouais. c'est pour ça J'avais un alors. petit peu plus quand c'était des prospects, chauds, des personnes qui me suivaient, déjà. Mais, mais étonnamment, ça a pas fait baisser les autres stats. L'ABR est plus faible, mais le nombre de rendez-vous bookés n'est pas moins faible. OK. Et en termes de qualité des appels que tu bookes, est-ce que tu es content? Globalement, franchement, ça va. Jusqu'à présent, ça va. Alors je te dirais que c'est assez récent et j'ai peut-être pas suffisamment de recul parce que, là, concrètement, mois de septembre, c'est le cinquième mois que je fais la méthodologie de prospection que tu recommandes. Les 3 premiers mois, j'ai fait que dans mes followers, les personnes qui me suivaient et cetera. Donc là, les gens étaient vraiment qualifiés, forcément. Aujourd'hui, je fais tourner une publicité qui m'apporte des nouveaux followers. J'ai l'impression que ça réduit quand même un petit peu la qualité des personnes qui s'abonnent. Mais peut-être que ça vient d'ailleurs très probablement de la publicité en tant que telle. Hem, mais globalement, les personnes que j'ai en appel, ouais, c'est assez rare qu'il y ait enfin que je fasse pas mon pitch en fait, parce que la personne elle est pas qualifiée. Donc ouais, si globalement c'est quand même cool et les personnes que j'ai en appel, elles sont qualifiées, ouais. OK, génial. Et du coup, derrière le closing, ça suffit parce que t'avais, bah, on avait bossé ensemble par rapport à ça, mais tu avais aussi eu un, comment dire? Tu avais aussi fait appel à quelqu'un d'autre, dans le closing même pour pouvoir, t'aider à accélérer. Ouais, ouais, ouais. La plus grosse difficulté pour toi en appel, parce que je sais que, bah, il y a pas mal de mecs qui vont regarder cette vidéo, qui soit sont en train de lancer un business, soit l'ont déjà lancé et bloquent un peu, surtout cette phase de vente qui fait un peu peur. Ce serait quoi toi tes conseils toi pour pouvoir gérer ça au mieux? Qu'est-ce qui t'a bloqué et que tu as pu, surmonter maintenant? Ce qui m'a bloqué dans les appels de vente?
Qu'est-ce qui me bloquait dans les appels de vente? C'est qu'en fait, j'avais pas compris la vente, tout simplement. C'est que je savais pas vendre, en fait. C'est que je pensais, tu vois, je pensais avoir une trame d'appel qui était correcte grâce à l'ami ChatGPT, mais finalement, il manquait quand même pas mal d'éléments. Et surtout, il manquait une compréhension profonde des mécanismes de vente. Et au moment où j'ai réussi à comprendre ça via ton accompagnement et la personne aussi à qui j'ai fait appel, bah, ça a débloqué beaucoup de choses. Et là où toi, tu m'as beaucoup aidé, c'est que finalement, en fait, moi, comment je fonctionnais avant, donc je faisais déjà des appels de vente, et cetera. Et j'avais un genre de diaporama. Déjà au tout début, je commençais comme ça. En fait, il y a une grosse erreur que j'ai fait pendant longtemps, c'est que je pensais qu'en appel de vente, il fallait absolument que je donne de la valeur, tu vois. Et mon truc, c'était en gros, viens en appel, je te donne un maximum de valeur, je réponds à toutes tes questions. Limite, je fais ta prog en live, tu vois, presque. Et si ça t'intéresse, peut-être, je t'expliquerai comment est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que je te coach et tout. Mais en fait, en faisant ça, j'avais que des touristes et des gens qui venaient en mode, je viens prendre la valeur, mais mais en aucun cas j'ai envie de me faire coacher. Alors que maintenant je fonctionne complètement différemment. Alors oui, les personnes vont avoir de la valeur via les questions que tu vas leur poser, etc. Mais tu vas pas résoudre directement leurs problématiques. Et je pense que ça a été un truc qui a pas mal changé la donne. Et voilà, donc au début, je fonctionnais sans rien du tout, en mode au feeling, tu vois. Je posais quelques questions comme ça en fonction de ce qui me passait par la tête, mais sans vraiment avoir, enfin, sans du tout avoir compris les mécanismes de ce qui doit se passer dans un appel de vente et sans avoir de questions précises à poser. C'était très brouillon, très au feeling. Après ça, je me suis fait un petit diaporama où je présentais visuellement des choses et tout. C'était déjà un petit peu mieux, mais encore une fois, il y avait pas vraiment de ligne directrice. Enfin, c'était pas structuré et voilà, ça respectait pas les grands principes de la vente. Et puis après, du coup, j'ai rejoint ton accompagnement. Là, tu expliques concrètement comment créer une trame d'appel qui est logique, qui est sensée. Et à partir de ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé, même si mes compétences en vente à ce moment-là, elles étaient du coup pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Et je pense que là, en l'espace de 6 mois, j'ai vraiment fait un bond de géant dans mes capacités à vendre. Hem, mais en tout cas, ça a été vraiment le premier élément déclencheur et puis, bah, après, c'est la pratique. C'est justement, le volume qui fait en sorte que tu t'améliores, que tu comprends, hem, que tu sais comment réagir et cetera. Tu sais quand laisser des blancs, tu comprends quelles intonations est-ce qu'il faut avoir, tu comprends bref, pas mal de choses donc c'est la pratique surtout, mais toi, tu as su me donner une structure et un cadre et après, j'avais lu un livre aussi qui m'a beaucoup aidé sur le sujet. Donc, rien à voir avec ton accompagnement, mais je me dis que si ça peut en aider certains, tant mieux. Je sais pas si tu l'as lu d'ailleurs, Thibaut, c'est le livre qui s'appelle Ne jamais couper la poire en deux. De Chris Voss? Exact. Un gars qui était dans les services du FBI et qui était chargé de gérer tout ce Négociateur, qui était voilà les négociations avec par exemple les braqueurs, les kidnappings, le terrorisme et tout. prise Et d'otage. ouais, et du coup, il donnait des conseils qui étaient vraiment pertinents et je m'étais vraiment fait une fiche récap avec tous les conseils et tout et je les avais en fait avant chacun de mes appels, je relisais les trucs, tu vois, je mettais les points phares, tu vois. OK, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça et du coup, avant chaque appel, le fait de se le lire et de l'intégrer, ça me permettait de le répliquer pendant l'appel en fait et voilà. Je pense que le truc le plus sous-coté que les gens ne voient pas, c'est justement, ils veulent savoir quoi dire et c'est ce qu'on veut tous à la base. Mais dès le moment où tu as ce script qui te dit quoi dire, la grosse difficulté, c'est de le dire d'une manière qui est cohérente avec, avec le contexte général de l'appel. Très souvent, quand ils vont annoncer leur prix, quand ils vont poser une question qui est challengeante, ils vont par exemple avoir le ton qui monte vers le haut. Ce qui fait que ça te donne une question, ça fait une question qui est, en fait, tu pas sûr de toi. Même quand tu annonces ton prix, tu l'annonces vers le haut. C'est un montant de, 2 000 €. Et du coup, tu attends une réponse de la personne, alors que quand tu baisses vers le bas, c'est beaucoup plus assertif, beaucoup plus pro et en fait, c'est moins needy. Et ça, c'est le cas dans genre quand tu commences à parler, par exemple, quand tu fais un check des finances, parce que c'est un truc, qu'on fait toujours en appel. Quand la personne te dit que, bah, financièrement, ça va pas le faire et que tu commences à être tendu, c'est très difficile et du coup, ta tonalité va montrer que tu es tendu, du coup, va tendre le prospect et du coup, va créer une sorte de brouhaha, de doute dans l'appel, ce qui fait qu'il y aura pas de vente qui va être conclue.
ce qui est bien trop bien avec la vente, c'est qu'en fait, c'est un miroir par rapport à toi-même et quand tu es stressé, tu vas stresser le prospect. Quand tu es calme, le mec va être calme. En fait, c'est toujours comme ça, c'est lui qui rentre dans ta frame et pas l'inverse. Non seulement c'est une compétence qui est essentielle pour faire de l'argent, mais je me rends compte aussi que ça a un énorme transfert sur les relations de manière générale, tu vois? Et en fait, je me dis: «Putain, mais la vente, c'est vraiment la compétence, l'une des compétences les plus importantes à apprendre si tu veux être libre, si tu veux savoir, bien t'exprimer, savoir comment, communiquer avec les autres, en fait, de manière globale». C'est trop intéressant. Enfin, moi, c'est un truc qui me passionne vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je suis sûr qu'on transitionne là-dessus parce que j'ai eu une réflexion récemment. D'après toi, c'est quoi la chose qui fait que ton business tourne ou pas? Genre la variable qui fait que ton business tourne ou pas chaque mois? La Genre variable. la métrique, tu dis: «Si je peux en avoir si j'en ai 10 ou 30 ou 50 en un mois, toute ma vie change». Bon, je vois où tu veux m'emmener. Clairement, c'est vrai que la prospection est clairement, et tu nous le dis aussi dans l'accompagnement, c'est clairement l'action la plus rentable de ta journée. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai que en fait, ça te permet d'automatiser, enfin d'automatiser. Ça te permet pas d'automatiser, mais ça te permet de, grâce aux chiffres et au volume que tu vas faire, ben, de savoir que, je sais pas, si tu envoies 1000 vidéos personnalisées, bah, tu vas avoir tant d'appels et sur ces temps d'appels, tu vas avoir, tant de ventes. Hem, Parce que la vente, c'est des chiffres et que voilà, c'est des statistiques, donc oui, clairement la prospection, je pense que c'est le truc qui a le plus d'impact d'un point de vue, génération de chiffre d'affaires, à la fin du mois. Ça c'est indéniable. Le nombre d'appels, c'est exactement ça, c'est en fait, il y a beaucoup de gens qui, tu sais, qui lancent un peu leur business et qui ne comprennent pas comment fonctionne vraiment l'argent. Ils vont faire plein de contenu, ils vont faire du super contenu, ils vont avoir des abonnés, mais au final, ils vont toujours faire, 1 000-2 000 € par mois parce qu'en fait, ils comprennent pas que la seule métrique de succès d'un infobusiness, quand tu vends en étiquette, c'est d'avoir des appels. Plus tu as d'appels, plus tu fais de chiffres. Donc en fait, la seule priorité que quelqu'un doit avoir entre 0 et 30 000 € par mois, c'est genre avoir le maximum d'appels possible et ça passe du coup par la vente et le fait de ne plus avoir peur d'autrui. Est-ce que c'était une peur pour toi de prospecter à un moment donné, de même avant l'accompagnement, de faire ce switch, de te dire: «Faut que je parle aux gens»? T'as toujours des peurs et des blocages sur les choses que t'as jamais fait, mais c'est jamais quelque chose qui m'a empêché de faire les actions parce que je sais qu'il fallait passer par là. Et justement, je me dis que si quelque chose me fait peur, c'est une très, très bon indicateur, du fait qu'il faut que je le fasse pour plus que ça me fasse peur et que ça élargisse ma zone de confort. Donc oui, j'avais forcément des peurs. Alors peut-être pas la prospection. Au début, peut-être que si les chevaux de Troie, du coup, donc les vidéos personnalisées et tout, je me disais: «Bon, comment est-ce que ça va être pris?» Et puis sur, 100 vidéos, il y en a forcément un ou 2 que je vais saouler ou même plus. Et tu vois, il y a des gens qui te rentrent dedans et qui te disent: «Mec, tu casses les couilles avec tes vidéos et tout». Je me dis que voilà, ces gens-là, c'est des personnes, avec qui dans tous les cas j'ai pas envie de bosser. Et puis bon, il faut accepter le rejet aussi. Hein, ça fait partie de la vie, donc c'est loin d'être, négatif. Et voilà, si tu te fais rejeter par personne, il y a un problème. Que ce soit tes amis, ton entourage, ta famille, les personnes que tu prospectes, les personnes sur YouTube qui regardent tes vidéos et tout, forcément un moment où ça arrivera, donc c'est pas un problème. Hem, mais après, ouais, le voilà, ça vient avec la pratique. Et aujourd'hui, j'en rigole, tu vois? Quand les mecs, ils m'envoient des trucs, tu vois? L'autre jour, il y en a un, il m'a envoyé, ça m'a fait rire il y a pas longtemps, il m'a dit: «Tu lui envoies le cheval de la vidéo et tout». Je lui envoie un ou 2 DM, en plus, enfin follow-up pour faire la suite de la prospection. Et il m'envoie, «Va jouer aux billes», tu vois? Bon, sur le coup, ça m'a fait rire, tu vois? Et et il y a plein d'exemples comme ça. Après là, c'est gentil, tu vois? Il y a des fois des gens, ils sont beaucoup plus en mode, en mode Là, tu sens qu'ils sont un peu énervés dans leur vie, quoi. ouais, ouais, c'est Ils ont une ça. journée de merde. Ouais, grave. Mais bon, faut pas le prendre personnellement. Tu sais, ce que j'aime bien, moi, c'est maintenant, quand j'ai des messages des gens qui me prospectent, je kiffe les lire. Mmh. Parce que c'est en fait, c'est, tu vas avoir ce que toi tu «raisonnes» entre guillemets. C'est-à-dire que si quand tu reçois un message de prospection, tu pètes un câble, tu es énervé, genre tu es pas content qu'on te prospecte, bah, quand tu vas prospecter 2 personnes, naturellement, bah, tu vas attendre que les gens aient la même réaction, à toi et du coup, tu vas projeter ça et quand ils vont te dire non, tu vas dire: «Mais c'est normal».
Mais oui, et oui, oui, complètement. Et on parle de ceux qui réagissent mal, mais à l'inverse, il y a aussi plein de personnes qui le prennent très bien et qui me disent: «Ouais, franchement, trop cool, on m'a jamais envoyé une vidéo personnalisée et tout, ça fait trop plaisir», tu vois? Des trucs comme ça. Donc bon, il y a les 2 spectres, en fait. Ça fait Ouais. partie du jeu. Et du coup, tu as combien d'abonnés sur Instagram là maintenant? Et là, j'ai passé les 5000 dernièrement. Et au Donc tu as début, je crois, brisé, quand on était ensemble, je devais être à 3005, je crois, donc tu brisé le mythe qu'il faut avoir beaucoup d'abonnés pour faire 10 K par mois, quoi, c'est bien ça? apparemment. Ouais. Non, ça, ouais, et d'ailleurs, c'est un truc sur lequel je voulais rebondir, de ce que tu mentionnais tout à l'heure. Hem, du coup, j'ai jamais fait des aussi gros chiffres d'affaires depuis que je ne crée plus de contenu. Tu vois, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Alors je sais que créer du contenu, c'est excellent pour créer du lien, pour, voilà, pour pouvoir scaler ensuite, voilà, dans un second temps, et ça a énormément de bienfaits et d'avantages. Mais en fait, je pense que à choisir entre les 2, tu vois? Si tu dois choisir entre prospecter et créer du contenu, bon, dans le meilleur des mondes, tu veux faire les 2 parce que les 2 vont de pair et ça marche en synergie. Mais si tu dois choisir que l'un ou l'autre, chose que j'ai fait par le passé, avant, je créais du contenu, je prospectais pas, mais j'attendais que les clients viennent à moi par magie. Ça arrivait de temps en temps, mais ça a pris des années avant que vraiment ça puisse me permettre de faire 2, 3, 4 000 de manière stable. Aujourd'hui, je fais l'inverse et ça marche beaucoup mieux en fait. Euh, Parce que malheureusement, j'ai pas le temps d'être partout. Je travaille aussi sur l'amélioration de mon produit qui, selon moi, ça c'est censé être, une priorité. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc je peux malheureusement, pour le moment, pas créer de contenu. Je sais que j'y reviendrai, mais tu vois, je pense que la prospection, comme on le disait tout à l'heure, ça a un impact beaucoup plus important que la création de contenu, à moins que tu aies des vidéos qui pètent sur YouTube, Instagram, et dans ce cas-là, c'est cool parce que ça te donne énormément de visibilité et voilà. Mais du coup, malheureusement, tu es quand même dépendant des algorithmes et et du coup, c'est un petit peu, entre guillemets, c'est jamais de la chance, mais c'est un petit peu un coup de chance, tu vois? Hem, Alors que la prospection, encore une fois, c'est des données, c'est des chiffres et du coup, c'est mathématique. C'est beaucoup plus mesurable et tu sais que quand tu fais X, bah, tu as Y et bah, j'ai jamais vu personne devenir, riche ou réussir, tu vois? Ça c'est toujours ce débat, les gens ils commencent par quoi quand ils lancent un business? Ils commencent par le logo, tu vois? Et personne n'est devenu riche autour d'un putain de logo. Généralement, tu fais un logo qui est genre je prends l'exemple de Hormozy par exemple, il avait son putain de triangle pendant des années là sur, sa casquette et puis, 5 ans après, il a fait un vrai logo. Ouais, c'est un peu la même chose avec tout, c'est que faut voir quelle action amène le plus de résistance. Généralement, tu vois, c'est la prospection, c'est chiant à faire, c'est difficile, c'est complexe, mais quand tu l'as fait et que tu es constant pendant 30, 60, 90 jours, en fait, tu signes minimum 2, 3, 4, 5 clients. C'est ça Mmh. qui est le plus, et du coup, il y a un point sur le côté, sur lequel je voulais revenir. Là, on parle tout le côté business, mais je voulais venir sur le côté un peu plus perso parce que, bah, quand on est entrepreneur, c'est à quel point tu vas t'entraîner, à quel point tu as un rythme de vie, à quel point tu as tout ça, ça va vraiment avoir une influence sur tes résultats business et quand on a commencé à bosser ensemble, est-ce que tu bossais encore en physique ou est-ce que tu avais déjà coupé ça? Non, non, moi j'ai jamais vraiment bossé en physique à part pendant OK. mon alternance. Ouais. J'ai tout de suite été en ligne en fait. Je me suis lancé directement, en ligne. Voilà, ça a commencé tout doucement et ça a été très progressif, mais je me suis direct lancé en ligne. Donc on s'est lancé ensemble en février et puis c'est quand que vous êtes partis, et genre il y a un moment donné où vous êtes partis en voyage dans tous les sens, vous avez fait le monde, c'était quel moment exactement? À peine, mais ouais, on a quand même pas mal bougé. C'était au mois de mars du coup. Ouais, mois de mars. Vous avez fait quoi comme voyage? Alors d'abord on est allé au Maroc, ensuite on est allé au Brésil et après on est allé de l'autre côté. Enfin moi je suis allé à Majorque aussi, j'avais organisé un camp d'entraînement avec, des amis. Donc j'ai fait Majorque et après on est parti de l'autre côté en Asie, on a fait Vietnam et Indonésie. Et comment c'est de bosser quand tu es en voyage comme ça? Est-ce que c'est comment tu le vis toi? Parce que je sais que moi, par exemple, c'est quelque chose où quand j'ai pas ma structure, mon bureau et tout, je sais que j'ai beaucoup plus de mal à, tu vois, me mettre au travail. Tu vois, tout est différent et je sais que tu avais un gros setup avant. Comment tu avais pour, ouais, c'était quoi ta réaction générale? Déjà je me l'étais mis en tête parce que je savais que ça allait beaucoup me changer. Comme tu as dit, j'avais mon bureau avec, mes affaires et tout mon matériel et tout, j'étais en place, on va dire. Hem
Mais comme on a eu ce projet d'expatriation, on a lâché notre maison et à partir de là, je me suis dit: «Bon, là, à partir de ce moment, je sais que ça va être un peu le chaos et qu'il va falloir dealer avec les contraintes, sur le jour J». En vérité, je te dirais que c'est très personnel. Moi, à chaque fois que j'ai voyagé, parce que c'est pas la première fois que je voyage, en travaillant, ou que je travaille en voyageant, peu importe. C'est vraiment le seul voyage ici, donc on est parti de je sais plus exactement, à peu près mois avril, mai, juin, on a fait 3 mois, ouais, on a fait 3 mois et c'est la seule fois où j'ai vraiment réussi et je parle pour moi, mais je parle aussi pour, ma copine Charlène qui fait la même chose que moi, où on a réussi vraiment à trouver notre équilibre. Dans le sens où avant, on se disait: «OK, on part en voyage, il faut qu'on rentabilise, le voyage, les billets d'avion et cetera» et du coup on voyage. Alors que là, on est parti en voyage mais pour travailler. Donc l'optique était vraiment différente, tu vois? Et en fait, on organisait nos journées, non pas en fonction du voyage, mais en fonction du travail. Du coup, c'est ce qui a tout changé, parce qu'à chaque fois qu'on voyageait pour voyager, on était énormément frustrés parce qu'on n'accomplissait pas enfin, on n'avançait pas sur nos business, en fait et sur nos tâches quotidiennes. Du coup, forcément, on faisait moins de chiffres, donc on était frustrés et du coup, derrière ça, ça fait un cercle vicieux qui impacte tout le reste. Alors que là, on s'est dit vraiment: «On voyage pour travailler». Enfin, voilà, on découvre en fait, sur nos temps off, le week-end, le soir et cetera. Mais, on n'a pas vu grand chose parce que c'était pas l'objectif en fait et qu'on n'avait pas envie de ça. Donc je te dirais que c'est vraiment très personnel, mais nous, on a vraiment trouvé notre équilibre au moment où on a fait de notre travail une priorité au sein du voyage et non Mmh. l'inverse. Parce qu'on arrivait quand même à faire des bons chiffres d'affaires, on avait des nouveaux clients, on avançait sur nos offres et cetera et au final, nous, c'est ce qui nous fait kiffer, tu vois? C'est le fait d'avancer, d'évoluer, professionnellement qui nous épanouit. Bon, les temples en Asie, c'est très sympa, mais tu en as vu un, tu les as tous vus, tu vois ce que je veux dire? Enfin, après parce que nous, c'est pas notre truc encore une fois, tu vois? Donc je peux parler que en fonction de notre situation. Ouais, complètement et là, maintenant, vous êtes de retour, en France et du coup, on n'a pas parlé au tout début, mais c'était quoi la motivation pour vous pour faire, plus de chiffres? Pourquoi ne pas juste avoir continué votre vie, classique et puis, rester autour des 4 000 à 5 000 € par mois? Pourquoi vous avez voulu faire plus de chiffres à la base? C'était quoi la motivation? La motivation, je pense, c'est comme tout le monde, c'est qu'on voulait gagner cette liberté, tu vois? Qu'il y a que l'argent qui peut t'offrir et aussi le fait de travailler en ligne, qui sont les 2 composantes un peu importantes. On avait envie de ne pas se limiter dans ce qu'on même sans avoir un train de vie, démentiel, tu vois? Ça nous intéresse pas forcément de rouler en Ferrari ou quoi que ce soit, en tout cas pour l'instant, peut-être que plus tard, ça sera le cas, on verra. Hem, on a un train de vie, qui est modeste, mais on voulait ne pas être limité par, justement, les choses qu'on était en mesure de faire ou de ne pas faire au quotidien. Donc c'est ça qui nous a poussé à nous dire: «OK, ben» tu vois? Et d'autant plus quand tu vis en France avec, les charges que tu as, le coût de la vie qui est de plus en plus cher et cetera. Forcément aujourd'hui, même si tu gagnes, 1000, c'est bien, mais j'ai envie de dire, c'est le minimum, tu vois? Pour pouvoir, vivre décemment, pas se priver sur, les restaurants, sur, si tu veux t'acheter je sais pas, du nouveau matériel, si tu veux, partir en voyage de temps en temps. C'est pour nous un minimum et du coup, voilà, après on pense aussi à la suite, comment est-ce que ça va se passer quand on va être, plus vieux et du coup, bah, tout ça, ça s'anticipe, ça se prépare et je pense pas que ça soit en faisant 2 000 à 3 000 € par mois que tu vas pouvoir vivre, avoir des beaux jours qui soient, sereins, où tu vas être serein et où tu vas pas te poser de questions d'un point de vue financier. Donc c'est maintenant que tu crées, c'est à nos âges et du coup pour ça, ben, voilà, c'est et puis aussi parce que nous, ça nous fait kiffer, tu vois? Juste d'évoluer, d'avancer, de faire pouvoir assurer l'avenir aussi de nos futurs, enfants et cetera. Donc il y a tout ça qui s'entremêle et aujourd'hui avec 2 000 à 3 000, c'est pas suffisant, quoi. Complètement. Faut vraiment se dire que peu importe où tu veux aller. Je sais pas si tu étais on n'a pas par enfin, on en a pas parlé avant le podcast. Je sais pas s'il y a des trucs dont tu voulais pas forcément parler, mais je sais que, bah, par exemple, si tu veux t'expatrier quelque part, c'est un truc qui est faisable parce que je sais que la France, soviétique, quand tu as 60 de tes revenus qui partent, qui ça peut être vraiment frustrant. Mmh. Ouais. Bah, oui, oui, c'est sûr, rien que ça déjà et tu vois, le en ligne, ça te permet de faire ça. Que tu veux y vivre, je sais pas
à Dubaï, j'en sais rien, dans tous les endroits qui sont, un petit peu, intéressants fiscalement, bah, ça te permet de le faire. Donc déjà ça, c'est un gros plus, quoi. Ouais, complètement. Du coup, toi, c'est quoi les prochains gros événements qui vont arriver dans les prochaines, semaines, les prochains mois? Bah, là, on va être Par rapport parents, au business? Ouais, déjà. tu Alexis papa. Avant de parler de business, il y a déjà ça, dans quelques semaines. Le terme est prévu pour le 5 novembre. Donc il y a ça, qui est quand même un gros événement et qui risque de chambouler pas mal de choses. On a aussi notre expatriation du coup, qui arrive. Donc là, on attend l'enfant et après on compte s'expatrier, en début d'année, en Andorre du coup, donc dans les Pyrénées. Hem et puis après d'un point de vue business, là je t'avoue que je profite de ces dernières semaines pour faire mon maximum d'un point de vue chiffre d'affaires et cetera et développement de mon produit aussi. Hem, mais après ça, je t'avoue que c'est un petit peu le flou et on va attendre de voir comment ça se passe avec, cette nouvelle, cette et avoir un enfant et changer de localisation, ça fait déjà pas mal. Donc bon, chaque chose, en son temps. Je pense que le business va être mis un petit peu en mode second plan et une fois qu'on aura retrouvé nos marques, qu'on aura pris de nouvelles habitudes, là, je vais très certainement me repencher vraiment, avoir une phase d vraiment très productive sur le côté business, mais pas avant, je pense, début d'année, enfin peut-être à partir du deuxième trimestre 2026. C'est un Mmh. petit peu ce que j'ai en tête, ouais. Ouais, pouvoir stabiliser complètement, purée, comment tu le vois le fait d'être, papa? Parce que je pense que c'est un truc que, tu vois, si on se bouge autant, tu sais, en tant qu'homme, je parle pour moi et pour les gars qui vont nous écouter, c'est aussi pour pouvoir être le meilleur père possible et pour derrière p avoir des enfants qui ont, le moins de trauma, qui pourront le plus avancer, qui pourront avoir une figure d'exemple en fait, comme tu leur montres ce qui est possible. Comment est-ce que tu appréhendes? Est-ce que tu c'est de comment est-ce que tu vois, tout ça? Juste pour être sûr d'avoir bien compris ta question, c'est voilà, tu veux savoir comment est-ce que je vis le fait de savoir que je vais être, papa? Qu'est-ce qui change dans ta tête? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont changé ou est-ce que comment est-ce que tu appréhendes? Comment tu te sens par rapport au fait d'avoir un enfant bientôt? Je me sens bien et ce que j'ai remarqué, c'est que justement, le fait de savoir que tu vas être papa, en tout cas pour moi, ça a été le cas pour moi, c'est encore une fois, je peux parler que, de ce que je connais, hem, ça te donne vraiment une raison supplémentaire de passer à l'action au quotidien, dans le sens où tu sais que maintenant tu vis pas que pour toi et que tu as des responsabilités en plus et ces responsabilités-là, moi, elles me tiennent à cœur et d'accomplir mon rôle de papa le mieux possible, tu vois? Ça m'intéresse pas d'avoir un enfant si c'est pour passer ma vie sur mon business, de ne rien créer avec lui, de pas passer de temps, de pas avoir un lien fort qui se crée avec lui ou elle et du coup, ça te donne une énergie supplémentaire pour passer à l'action quotidiennement, dans le sens où tu sais que, bah, il va falloir assurer davantage d'un point de vue financier, mais il va falloir aussi assurer davantage d'un point de vue gestion du temps. Pour pouvoir te libérer du temps, pour pouvoir passer du temps avec, cet enfant qui va en nécessiter forcément. Du coup, je te dirais que je le vis très bien. On le vit très bien de manière générale. Hem, après, pour le moment, c'est un peu tôt, forcément, parce qu'il est pas encore là. Une fois qu'il sera là, ça sera très certainement différent. Mais en tout cas, voilà, on se renseigne, on se forme à ce sujet aussi avec des bouquins sur la parentalité et cetera. On le vit bien. Je pense que c'est quelque chose justement qui arrive pour pouvoir te faire prendre tes responsabilités et te faire grandir et souvent ce qu'on dit, c'est que avoir un enfant, au moment où tu as ton enfant, en fait, ton ancien toi, il s'éteint, il meurt et c'est le nouveau toi pour laisser place au nouveau toi, en fait. Une version améliorée du Alexis d'aujourd'hui, parce que ça va nécessiter des capacités demandantes, plus de patience, plus de tolérance, hem une meilleure organisation, une meilleure communication, bref, ça va t'améliorer sur beaucoup de points et souvent, en fait, encore une fois, de ce que j'ai pu, regarder, lire et constater, c'est que les enfants, ça fait ressortir en toi le meilleur comme le pire, tu vois? Et du coup, c'est vraiment une opportunité d'améliorer tes points faibles et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, cette philosophie.
de ne pas avoir un aspect dans sa vie où tu es mauvais, tu vois? C'est pour ça qu'aujourd'hui j'enseigne aux personnes à devenir des athlètes, polyvalents, complets et cetera. Mais au-delà de ça, ma philosophie de vie, c'est aussi de pouvoir devenir un homme le plus complet possible. Alors c'est toujours un petit peu, compliqué à imager, chacun se fera sa propre représentation et cetera, mais voilà, être un bon père, être un bon athlète, être un bon mari, être un bon ami, être libre, avoir de l'argent. Bref, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est ce à quoi j'aspire et du coup, ben, le rôle de papa ici, il est aussi très important et il fait partie intégrante de cette philosophie de vie. C'est un peu c'est l'aboutissement du premier Alexis et c'est le début du second, quoi. C'est Mmh. la naissance du nouveau, quoi. C'est ça, exactement. Donc bon, si tu veux, on fera une partie 2 du podcast dans 6 mois ou 1 an pour te dire comment ça se passe, mais pour le moment, non, Comment pour le ça moment, on le vit avance. bien. Ouais. Ce qui est bien, c'est que maintenant, vu que tu sais d'où viennent les résultats dans ton business, quand tu as des grosses choses qui vont arriver dans ta vie, genre, je sais pas, des gros voyages ou justement une naissance, par exemple, bah, en fait, tu sais exactement comment prioriser ton temps et les seules choses sur lesquelles tu vas te reposer, quoi. C'est OK. Prospection, appel C'est et ça, vu que tu as un programme qui délivre, ça te libère beaucoup de temps et bah, derrière, c'est ça, ouais, c'est une question d'organisation, mais c'est sûr que déjà quand tu as un truc qui tourne, que tu sais que tu vas générer un minimum de chiffres et qu'en plus de ça, tu fais pas des semaines de 80 heures et que tu peux tout à fait te permettre de faire des journées de 4 heures, hem, ou moins même, si tu as envie de prendre une semaine de vacances, tu gères ton temps comme tu veux, en fait, et tu sais que tu vas pas avoir la corde au cou à la fin du mois, tu vois? Moi, ça me fait toujours, ça me rend triste. On a une amie qui va être maman aussi, et elle est dans une situation assez différente dans le sens où déjà elle est toute seule. Heu, il y a le papa de l'enfant ne reconnaît pas «l'enfant» entre guillemets, tu vois? Enfin bref, il a une vie à côté avec, une femme, des enfants. Bah, une situation un peu galère et elle est salariée. Comment je vais faire et tout? Je vais devoir changer de travail, hem parce qu'aujourd'hui, je suis dans le commerce et c'est impossible pour moi de demander mon samedi, tu vois? Typiquement et et du coup, elle en est là, tu vois? En mode, elle doit gérer un enfant tout seul. Déjà, à 2 c'est pas simple, mais alors tout seul, ça doit être une autre paire de manches et en plus de ça, elle va être contrainte de devoir, changer de travail, et du coup, ben, forcément, qui dit changement de travail dit elle, ça faisait très longtemps qu'elle était dans l'entreprise, elle avait beaucoup d'avantages, donc ça implique forcément une réduction de ton salaire et du coup ça vient créer une cascade d'effets négatifs, tu vois? Et du coup, je me dis quand tu as la capacité d'avoir des enfants en ayant eu le temps de créer une situation qui est stable et qui est confortable pour toi comme pour l'enfant, c'est génial, tu vois? C'est du pain béni, quoi. complètement, tu plus dans cet, instinct de survie, t'es pas dans cette, la pyramide de Maslow, t'es pas à l'étape numéro 1, mais t'es vraiment en haut en mode, accomplissement personnel, quoi et tu es, dans le présent, tout simplement. T'es plus dans la réflexion de: «Si je fais ça, je pourrais pas manger ce soir» ou «Faut que j'aille bosser, il faut que» tu vois? Même l'idée de pouvoir éduquer toi-même ton enfant, par exemple et être avec lui tous les jours, pouvoir le voir grandir, je pense que c'est quelque chose qui a pas de valeur. Tu peux pas le Ce qui se produira qu'une fois, en fait. J'aime bien cette, analogie des balles, enfin, qui dit qu'en gros, dans la vie, on jongle avec, des balles en mousse et des balles en cristal et il y a des balles que tu peux laisser tomber pendant un certain temps, qui vont pas casser. Par contre, il y a des balles que tu peux pas laisser tomber. Si tu les laisses tomber au sol, elles se brisent et c'est terminé. C'est irréversible, en fait. Tu pourras jamais faire machine arrière. Et autant le business, c'est quelque chose, c'est un petit peu une balle en mousse, tu vois? Si tu la fais tomber à 10 ans, 20 ans, que tu la délaisses jusqu'à tes 30 ans, pardon, c'est OK. Tu peux commencer à 30 ans et bâtir un business et faire un truc qui soit florissant. Par contre, tes relations et ta santé, c'est clairement des balles en cristal. Si tu les laisses tomber, c'est quelque chose que tu pourras jamais rattraper, tu vois? Et une santé, une relation, ça peut très, très facilement se briser. Et voilà, c'est des actions qui sont irréversibles, donc il y a ça aussi. J'essaie toujours de jongler un petit peu entre ces différentes balles, entre le côté professionnel, le côté relationnel, le côté santé et je sais qu'il y en a 2 que je peux pas laisser tomber, tu vois? Et le business, ça prend en tout cas, c'est ma philosophie, tu vois? Peut-être que toi, tu en as une différente. On a aussi pas le même âge et pas vécu les mêmes expériences, mais en tout cas, voilà, j'ai tendance à penser que oui, le business, ça doit être une priorité, mais jamais
jamais aux dépens de ma santé ou de mes relations, tu vois? C'est un petit peu quelque chose que je m'impose aussi. Complètement. Ouais, ouais, je te rejoins un peu là-dessus. J'avais pas cette vision, une vision aussi tranchée avant de partir à Dubaï. Ce que Dubaï m'a fait réaliser, c'est la valeur de la famille. Moi, j'ai grandi avec, genre tous mes cousins, on est très proches, on est genre 11 petits-fils. Il y a pas de filles dans la famille. De toute façon, j'ai grandi Que avec des 3 mecs. frères, exactement, que des mecs. Donc c'est un bazar, c'est génial et on est très, très proches. Tu vois, le fait d'être à l'autre bout du monde, complètement seul, ça m'a fait réaliser à quel point, en fait, j'étais chanceux d'avoir de la famille et puis le business, c'est bien, tu peux faire 10, 20, 30K, mais si tu tout seul, en fait, tes journées se Ça sert à rien. ressemblent, ouais, exactement. Et alors là, tu vois, par exemple, on peut se dire: «Putain, j'habite chez mes parents, la honte». En fait, je vis ma meilleure vie parce que, tu vois, je suis entouré de personnes que j'aime, je fais un truc que je kiffe. Si je veux partir en voyage, je peux et je pense que c'est le meilleur, setup, c'est avoir des proches que tu apprécies vraiment, avoir une santé qui est en place parce que tu peux investir en toi et tu peux prendre le temps nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne et derrière, bah, c'est un peu la cerise sur le gâteau, avoir un business qui tourne, pouvoir, voyager comme tu veux et fait je pense que c'est vraiment le si t'as pas les 2 premières choses, c'est difficile d'avoir la cette troisième. Ouais, Faut ouais, grave. on met l'église au centre du village, quoi. Ouais, il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup, que j'ai vu passer récemment et qui résonne pas mal, en moi, c'est juste, en fait, si tu veux être heureux, tu as simplement besoin de faire ce que tu aimes, avec les gens que tu aimes, le plus longtemps possible. C'est pas compliqué, quoi. Et je pense pas que le bonheur, ça puisse s'atteindre si tu es seul, puisqu'on est des êtres sociaux, on est censés pour vivre en groupe, en tribu et du coup, ouais, pour revenir à ça, je pense que avoir de l'argent, mais ne pas pouvoir le partager avec qui que ce soit, même si tu t'appelles, Robinson Crusoe, c'est compliqué, tu vois? Même si tu es très solitaire dans l'âme, c'est Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui est c'est marrant de pouvoir partager un resto avec un pote, c'est marrant de pouvoir partager un resto avec tes parents, avec ta femme, avec quelque chose, en fait, où tu crées quelque chose avec quelqu'un, quoi. bien sûr, c'est fait pour se partager, ouais. Grave, absolument. Et pour revenir un peu à tout l'aspect, comment dire? En fait, ce qui est bien, c'est que ce podcast, on est un peu à l'inverse du contenu de manière générale que tu vois sur les réseaux. Tu vois, je vais t'expliquer un peu, ça t'arrive de passer du temps sur Instagram ou pas beaucoup? Ouais, un petit peu, ouais, je suis, j'ai OK. malheureusement. Il y a à mes yeux, il y a 2 côtés d'Instagram. Tu as le côté brain rot de con, avec les mèmes, les trucs drôles et cetera. J'étais là-dedans pendant un long moment et là, récemment, j'ai juste fait une purge de ça, où à chaque fois que je voyais un truc de drôle, je mettais de ne pas intéresser. Et du coup, tu arrives sur un algorithme qui est ultra motivant, ultra en mode: «Faut que je grind, faut faire, 15 000 000 faut faire», tu vois? Tu vois des mecs qui achètent une Bugatti à 22 ans, genre, tu vois? Des trucs de cons, mais genre qui me motivent et en fait, j'ai réalisé une chose, c'est que en voyant ça, j'étais moins motivé qu'en ayant mes putains de brain rot. En fait, genre, tu vois, sur le moment, tu te sens ultra bien quand tu vois les réelles motivations, mais derrière, tu as un down de salopard. Je sais pas si tu as déjà eu ça, tu en mode: «Putain, je suis pumpé de fou». Genre, tu un feu en toi et après tu regardes ton écran, tu es en mode: «Putain, faut que je scrolle un peu plus, c'est parce que tu vois, tu sais pas quoi faire». Tu tellement d'excitation en toi que tu sais pas quoi faire. Et j'ai réalisé un truc, c'est que genre Charlie Morgan, par exemple, mon mentor, fait genre 1 million par mois et en fait, c'est le mec le plus chill. Il va jamais te dire, «OK, la follow kin, la follow». Non, non, il va toujours être en mode, genre avoir une énergie qui est stable, extrêmement stable, qui va pas, bouger. Il va toujours avoir la même, expression un peu blasée, mais genre drôle, tu vois? Genre à faire des blagues. Quand on parle de business, il est en mode sérieux, mais il y a pas ce truc en mode, «Ah, faut que je me lock in, faut que» genre extrême motivation. Je sais pas si tu as déjà eu des gros pics de où tu sais, tu consommes beaucoup de contenu et derrière tu fais moins de choses, vu que tu crées du c'est un peu le paradoxe. C'est tu consommes beaucoup de contenu, du coup ton cerveau pense que tu fais des choses, mais au final tu as rien foutu de la journée et puis, c'est je sais pas si je suis seul à être dans ce cas ou si tu as vécu un peu la même chose? Moi, je pense qu'on est tous un petit peu dans ce truc-là, dans le sens où, il y a vraiment des cycles à tout ça, à la création de contenu, à la motivation et et au fait d'achever des choses. En fait, je pense qu'on a besoin de passer par des phases où on consomme pour se motiver, refaire le stock de motivation,
d'idées, hem et pour ensuite, il faut être capable de switcher sur ce mode-là, couper les distractions, la consommation de contenu pour passer dans la phase de création. Et je pense qu'en fait, les 2 sont un petit peu, indissociables, tu vois? Enfin, moi, si je m'étais jamais vraiment posé la question, par le passé, mais maintenant que tu le dis, ça me fait tilt et je pense que je passe très régulièrement par des phases comme ça, des phases où je vais charbonner pendant, je sais pas, plusieurs semaines, un mois, 2 mois, un trimestre peut-être et puis après je vais avoir un down et là je vais plus prendre du temps pour moi, plus prendre le temps de rien faire, plus prendre le temps de prendre soin de moi, plus prendre le temps de regarder du contenu, d'être inspiré, de regarder en fait, de juste sortir la tête de l'eau et regarder en fait si enfin, planifier les choses pour repartir sur une phase productive en m'assurant d'aller dans la bonne direction, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que en tout cas, pour moi, ça fonctionne bien jusqu'à présent. Tu vois, c'est comme dans le sport, je peux pas m'empêcher de faire une analogie avec le sport, mais il y a des moments où tu vas pousser fort, il y a des moments où tu vas t'entraîner tranquille et en fait, les 2 vont être importants. Tu peux pas tout le temps t'entraîner fort parce que ça va t'amener des pertes de motivation, des blessures, ça va t'amener à la stagnation, ça va t'amener à, voilà, le surentraînement et cetera. Donc en fait, même dans la vie de manière générale et en fait, on se rend compte que ça se retranscrit dans beaucoup de secteurs, c'est qu'il y a des phases, tu vois? Des cycles dans lesquels, tu vas plus concentrer ton attention sur une tâche spécifique et délaisser autre chose en contrepartie et inversement. Je pense que c'est tout à fait normal. Ouais, de jongler au fur et à mesure, que ce soit en semaine ou en trimestre, comme tu l'as dit avant. Bah, ouais, je pense aussi qu'il y a ces personnes qui ont cette capacité à faire les 2 en même temps, mais en tout cas, tu vois? Parce que en tout cas, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, les mecs en mode, qui prônent le hustle et voilà, tu dois faire 12, 14, 16 heures par jour, pas dormir et tourner à la Red Bull et au café et pas voir tes amis et pas sortir et cetera. Avec des zines sous les gencives. Moi, c'est pas du tout ma philosophie de vie, encore une fois pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus tôt. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut faire du sens, tu vois? Je pense que typiquement un gars comme Hormozy, Alex Hormozy, il est un petit peu dans ce truc-là, tu vois? Il passe ses journées à bosser et cetera parce que peut-être que tout ce qui le rend heureux et épanoui dans sa vie, c'est son travail, en fait. Mais moi, il y a pas que ça. J'adore mon travail, j'adore ce que je fais, j'adore ce que je partage, mais en dehors de ça, j'ai aussi besoin, tu vois, de prendre soin de moi, de passer du temps avec mes proches, de voyager, de découvrir des choses et du coup, ça fait partie intégrante d'un quotidien et enfin, de mon quotidien et je me verrais pas, tu vois, encore une fois, faire des semaines de 80 heures, tu vois? Tu peux le faire, mais je me verrais pas le faire sur 10 ans, sur 20 ans, tu vois? Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu peux le faire pour tu es capable de te mettre en sous-marin pendant 2-3 semaines s'il faut, mais derrière tu ressors parce que tu sais que tu en as besoin et c'est par respect envers toi-même de te dire: «OK, là c'est bon, on a tryhard». C'est un peu comme si tu avais un board, d'actionnaires dans ton cerveau. Tu as le Alexis, autiste tryhard, tu vois, qui va juste en mode être, sur son business pendant des semaines et après il y a le Alexis plus, santé qui va être en mode: «OK, là c'est bon, je vais reprendre un peu le relais». On a tous un peu ce board d'actionnaires et le Thibaut tryhard autiste, il était très content à Dubaï. Mais le Thibaut sociable qui aime bien faire le con, il était complètement délaissé et du coup, bah, il allait saboter l'autre parce qu'il avait pas ce qu'il voulait de la vie et du coup, Exactement. c'est là où tu as des groove down et tu as des réactions un peu, bizarres parfois. Parce qu'en fait, des fois, juste, il te manque quelque chose que tu arrives pas à cerner, mais que ton corps, il est très, très bon pour te montrer ce dont tu as besoin. Donc c'est, C'est un équilibre à trouver grave, absolument. et il est différent pour chacun d'entre nous. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ça que j'aime bien avec, ce côté, accompagnement, c'est que en fait, c'est pas juste une vidéo que tu regardes et que tu prends à la lettre, mais bah, forcément, à chaque fois qu'il y a une information qui rentre dans ton cerveau, tu as des questions qui vont être posées. Et si tu pas quelqu'un à qui tu peux poser la question, qui va te répondre par rapport à ta situation et ton contexte, bah, c'est difficile de faire ce mouvement-là par toi-même. Mais tellement, tellement en fait et ça peut se déterminer et s'étoffer, se dessiner que par l'expérimentation, les tests, les essais-erreurs en fait. Et en fait, tu beau suivre le contenu de n'importe qui sur les réseaux qui te dit de faire, de telle ou telle façon, en fait, il y aura pas une meilleure façon
qui marchera que juste celle que tu t'es appropriée, celle qui fonctionne pour toi, tes envies, ton caractère, tes disponibilités, et cetera. Donc ouais, ça nécessite de faire des essais-erreurs, de tester, de voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas pour soi. Et c'est toujours en constante évolution, en fait. Il y a pas un truc qui est figé dans le temps et tu te dis, OK, là, j'ai trouvé la bonne recette, je vais faire ça pendant Enfin, le reste de ma carrière professionnelle. Non, ça n'existe pas, tu vois. C'est toujours en constante adaptation, évolution, fluctuation et il faut être capable de s'adapter aux saisons, au mood, je sais pas, la situation géographique. Il y a plein de trucs à prendre en considération, mais c'est même de là que vient le mot fitness. Tu vois, pour beaucoup de gens, le mot fitness, ça veut juste dire avoir des gros muscles. En fait, fit en anglais, ça veut dire être un fitness, c'est l'adaptabilité. À quel point est-ce que tu es adaptable à tous les domaines de vie? Est-ce que tu es capable de sprinter? Est-ce que tu es capable de sauter haut? Est-ce que tu es capable de soulever lourd? Est-ce que tu es capable de. C'est un peu ce que tu prônes toi avec le fait de créer des athlètes et pas seulement des mecs qui vont prendre de la masse ou qui vont perdre du poids ou qui être un peu dans ce schéma binaire de poids. Mais tu as d'autres paramètres qui un peu cette réflexion pluridisciplinaire. Et ça, c'est quelque chose que, au début, tu te dis: «Je veux prendre que de la masse» et après tu évolues, tu te dis: «En fait, ouais, mais là, quand je boxe, je suis trop lourd, en fait. Je me fais péter la gueule, là, je prends des low kicks à chaque fois, j'arrive pas à lever la jambe parce que j'ai pris trop de créatine et du coup, je suis un putain de bœuf», tu vois? Du coup clair. et j'ai vu un reportage récemment sur, l'armée française. Tu vois, ils comparent vraiment les gros soldats américains de 1 m 80, 1 m 95, 130 kilos. Les mecs, c'est des machines, c'est des buffles et les chats maigres de l'armée française, tu vois? Le mec qui vit sur une ration, pour 3 jours, qui peut dormir dans la boue, repartir, 2 heures après et genre, au final, qu'est-ce qu'on veut? C'est est-ce que tu as envie d'avoir cet esthétisme ou cette, capacité à pouvoir bah, réussir et survivre dans tous les domaines, quoi? C'est, Ah ouais, c'est intéressant, mais je pense que comme tu dis, on est beaucoup entré par la porte de l'esthétique, surtout quand on est jeune et avec les réseaux sociaux, etc. Moi, je sais que c'est aussi ce qui m'a fait commencer. En fait, tu trouves très vite tes limites là-dedans, et moi, je prenais beaucoup plus de plaisir à voir mes performances s'améliorer qu'à voir mon physique s'améliorer. J'étais beaucoup plus content quand j'étais capable de faire, je sais pas, mes premiers muscle-up, mes premiers handstand push-up, que quand j'avais passé les, je sais pas moi, les 85 kilos sur la balance, tu vois. Et puis, ça vient nourrir surtout une réflexion qui est plus grande, c'est que, en fait, tu es capable, tu vois? Quand tu fort, quand tu es souple, quand t'as pas de douleur, quand, hem, tu pas limité par ton corps, tu peux faire une randonnée, tu peux aller courir, tu peux plonger, tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, tu gagnes énormément en liberté. On en revient aussi à la philosophie aussi, de ce qu'on disait, d'un point de vue business par le passé avec, le business en ligne et cetera, et l'argent, ça procurait de la liberté, mais le fait d'être performant, le fait d'être en santé et d'être capable de s'exprimer librement dans différentes qualités physiques, ça te permet aussi de gagner énormément en liberté. Et moi, en fait, je suis drivé par ça au quotidien, tu vois? C'est vraiment cette liberté qui m'intéresse dans tous les plans, dans toutes les sphères de ma vie. Et du coup, c'est pour ça que je prenais énormément plus de plaisir dans, dans le fait de développer des performances, d'acquérir des mouvements, plutôt que dans le reflet de l'esthétique que je pouvais, constater dans le miroir. En fait, l'esthétique, c'est une conséquence de tes performances. Si tu es performant, si tu es fort, si tu voilà, ça va suivre, le physique, il va suivre, tu vas avoir, tu vas gagner de la masse musculaire, tu vas avoir un pourcentage de masse grasse qui est relativement faible, alors que l'inverse, c'est pas forcément vrai, tu vois? Quand tu regardes des bodybuilders, oui, ils sont très musclés, ils sont peut-être esthétiques. Encore une fois, ça dépend des critères de notation parce que tout ça, c'est subjectif, mais en dehors de ça, la plupart d'entre eux, ils sont peu performants dans plein de sports, tu vois? Et du et ils coup, ils peuvent sont pas peu libres. courir. Ils sont peu libres de manière générale. Ils sont très libres dans une compétence, dans le fait de poser par exemple ou de soulever lourd, mais derrière quand il faut aller courir, quand faut, tu vois, on est d'abord humain avant d'être, autre chose. Mmh. C'est comme les mecs qui vont, être extrêmement riches, qui vont être genre multimillionnaires mais qui sont obèses, tu vois? Le mec obèse dans la voiture de sport. Je l'envie absolument pas. Ouais, tu vois, c'est ce côté où c'est l'anti-vision, tu vois? Mmh. C'est, oui, OK, on veut, des millions, c'est marrant, mais ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir, se regarder dans le miroir et être fier. Et derrière pouvoir, regarder sa famille et voir que tu as construit un truc qui est stylé. Ou même si tu as pas de famille, de voir que tu es capable de pouvoir créer du lien avec les gens et que tu as pas peur du rejet ou que tu as réussi à surmonter tes traumas.
et je pense que c'est vraiment le piège de beaucoup de mecs qui sont dans la vingtaine, qui prennent pas ce temps pour se développer. Actuellement, tu quel âge toi? 29. 29 ans. Dans 25 jours, j'ai 30 ans. Ah c'est cool, ça matche bien avec, le fait d'avoir, avec le petit ou la petite. Toi, c'est quoi le parce qu'on fait tous nos expériences, on est dans la jeunesse et puis tu as vraiment 2 parties à 20 ans. Tu as celui qui va se dire: «Faut que je profite à 20 ans» et tu as l'autre qui va se dire: «Faut que je profite à 20 ans». Mais les profiter veut pas dire la même chose. Tu vois? Il y en a qui profiter, c'est devenir ma meilleure version de moi-même, physiquement, relationnellement, business aussi parlant. Et la l'autre qui va se dire: «Faut que je profite», comme si c'est un truc qu'on allait m'enlever et que, tu vois? Faut que j'aille en soirée, il faut que je vive des trucs. Toi, c'est quoi ta philosophie et si tu voyais le Alexis à 20 ans, tu lui dirais quoi par rapport à ça? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais? C'est une bonne question, tu vois? Et je pense que tu vois, comme beaucoup, en fait, on est conditionné par notre environnement et moi, ce que tu appelles profiter, oui, j'ai profité. Avant d'être dans le sport, j'étais dans le milieu du bar, donc dans les j'ai un diplôme en hôtellerie-restauration et une mention bar, donc j'ai travaillé dans les bars à cocktails, à Londres et à Sydney en Australie et oui, j'ai profité, j'étais dans le monde de la nuit et tout. «Profiter» entre gros guillemets, mais finalement j'ai toujours su, tu vois, jusqu'à ma reconversion, mes 22-23 ans, j'ai toujours su que ce monde-là, il était pas fait pour moi parce que je m'épanouissais pas, tu vois? Je sortais, je me couchais tard, je mangeais mal, je buvais de l'alcool, et au fond de moi, j'étais pas bien, tu vois? Je savais que c'était pas moi, c'était pas ce que je voulais et ça me représentait pas. Du coup, en fait, bah, j'étais pas épanoui et je pense que, hem, c'est important d'être connecté à ses ressentis le plus tôt possible. C'est bien d'expérimenter pour savoir ce qui te plaît dans la vie, ce qui te plaît pas. Mais par contre, je pense que pour revenir à ta question, tu me demandais un conseil que je pouvais donner au Alexis de 20 ans. J'essaierai au maximum de m'affranchir le plus rapidement possible des tentations, des croyances sociales, des normes qu'on a essayé de m'imposer, parce que je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai quitté un petit peu tout ce qu'on avait essayé de me bourrer le crâne avec et c'est à partir du moment où j'ai accepté le fait que j'étais un petit peu différent de la norme, même si j'aime pas trop ce terme, tu vois? Mais des ambitions, des envies de la population, générale, que je me suis trouvé, je me suis senti, évoluer et plus épanoui. Donc ouais, je trouve que j'ai perdu beaucoup de temps avant de enfin j'ai mis longtemps avant d'être capable de comprendre ça, tu vois? Que j'étais pas obligé de suivre le chemin traditionnel. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que je l'avais aussi en tête depuis très, très longtemps. J'ai toujours su que je ferais pas, comme tout le monde, tu vois? Le salariat, ça m'intéressait pas. J'ai toujours su que je voulais être à mon compte parce que j'avais des problèmes avec l'autorité, à l'école. Hem, je détestais l'école et cetera. Donc bref, j'avais déjà cette vision-là. Mais je pense que j'ai mis trop longtemps avant de vraiment, faire les actions et mettre les choses en place pour m'émanciper de ce système, là. OK. Si tu pouvais revenir en arrière, forcément on changerait rien parce que Ouais. c'est que là c'est un peu ce côté être prêt à s'affranchir plus rapidement et passer pour se faire, être incompris par tout le monde plus rapidement. Mais grave. Ouais, ouais. Si j'avais pu le faire, à 16 plutôt qu'à 22, j'aurais certainement gagné du temps, mais après, comme tu as dit, je regrette rien parce que c'est ce qui a forgé, la personne que je suis aujourd'hui, mes expériences, mes échecs, mes réussites et voilà, donc c'est comme ça. Je changerais pas, mais j'aurais aimé peut-être, être éduqué à ça plus tôt, tu vois? Que potentiellement quelqu'un me montre la voie, plus tôt que, bah, c'était possible de faire différemment. Moi, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Ce qui est bien, c'est, qu'aujourd'hui, les réseaux vont amplifier la personne que tu es actuellement. C'est-à-dire que je pense que le Alexis de 16 ans à l'époque, vu qu'il y avait une partie de lui qui savait ce qu'il voulait vraiment, ou profondément, en fait, naturellement, dans sa création, dans sa consommation de contenu, il y aurait eu cette partie-là qui serait exprimée. Donc, tu serais tombé un peu dans cette phase un peu grind, hustle, qui aurait pu être développée. C'est un peu une sorte de, tu sais, de levier au final. Et j'ai l'impression que cette, c'est un peu, il y a un livre qui s'appelle Breakthrough Advertising et il y a ce qu'on appelle les mass desires, et les désirs de masse. Les hommes qui veulent être riches, les hommes qui veulent être virils, les femmes qui veulent, plaire. Tu vois, vraiment ces gros désirs et
j'ai l'impression que, ben, il y a ces gros délires qui sont là et selon la société, selon le moment de l'économie et tout ça, ils vont être, tu vois, par exemple, il y a les croisades à l'époque, il y avait, avoir du terrain quand tu étais au Moyen Âge, il y avait avoir une société industrielle quand tu étais en 1800 et aujourd'hui, tu vois, c'est pouvoir réussir en ligne. Tu vois, c'est vraiment comment est-ce que ces masses derrière vont être reconverties, selon la société dans laquelle tu es et l'époque dans laquelle tu es et j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui comprennent, qui voient ce qui est possible et qui vont commencer à bosser, vers ces directions-là et en fait, ça ne fait qu'amplifier la personne que tu es actuellement, que tu es dans ta vie, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. Ouais, 100 d'accord avec toi. J'aurais bien rajouté quelque chose, Thibaut, mais tu tout dit donc Sur le contenu, je pense que c'est et le pire pour, les jeunes, genre, le monde et le meilleur parce qu'en fait, ça te permet de juste te réveiller et bah, avoir quelqu'un qui n'est pas du tout dans ton environnement, qui te transmet un message avec un certain contexte et que tu peux interpréter pour f avoir la vie que tu veux, quoi. oui, oui, c'est clair. Il faut voilà, c'est comme à chaque fois, on le dit souvent, mais c'est vrai, il faut savoir, enfin, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Si tu sais comment les utiliser, ça peut transformer ta vie, mais si tu te laisses embrigader dans un algorithme qui est pas ouf, ça peut complètement te démotiver, te ruiner ou te montrer des facettes négatives. Donc, savoir s'en servir intelligemment et je pense que le fait de justement de comme tu as dit tout à l'heure, dire: «Je veux pas voir ça», tu vois? De mettre sur les publications, «Me montre pas ça», c'est un très c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir façonner l'algorithme que tu as envie et faire en sorte que cet algorithme, il t'emmène là où tu as envie d'être. Ouais, au final, tu es ce que tu consommes, donc si tu arrives à définir ce que tu veux consommer, bah, c'est ce que tu vas être. Mais c'est pas facile parce qu'on a vite tendance à se faire happer par des contenus, tu vois, qui sont pas ouf et après tu envoies 2 et après boum, ça se remet, de manière, habituelle dans ton algorithme et c'est pas ça te tire pas vers le haut donc il faut être capable de s'imposer cette discipline, cette rigueur de faire son tri dans le contenu que tu regardes. Je suis en train de rigoler parce qu'il y a un des élèves qui est rentré récemment dans l'autobahn, qui s'appelle Bruce, si tu passes par là, on passe le bonjour. Dis-toi que la première chose quand tu es sur Instagram, on peut voir tes likes si on est abonné à toi et j'avais liké un réel de con, mais vraiment de pur brain rot, mais vraiment d'abruti et genre le premier message qu'on a eu dans la discussion avec lui, c'est lui qui m'envoie ce réel de con en mode: «Fais gaffe mec, on voit tes likes» et je lui ai répondu genre en mode: «Rien à foutre», tu vois? Genre full assumé. Finalement plusieurs semaines après, bah, il est entré en automate, tu vois? Et en fait, ça me fume des fois à quel point, genre des trucs de con, ouais. J'ai pas de point, il y a pas de conclusion, philosophique à tirer de ça, mais genre vraiment Ouais, juste le contenu des fois, en fait, il y a tellement de trucs aléatoires qui peuvent se passer, c'est ouf. faire attention à ce que tu likes, Thibaut. Ah même, en fait, tu sais, avant j'y pensais pas, maintenant j'y pense et je me dis: «C'est quoi?» Je sais que ça va les faire rire, tu vois? Parce que ce qui est trop bien avec ces business, c'est que en fait, tu réalises à quel point il y a du monde sur terre et à quel point il y a des gens qui vont raisonner avec toi et il y en a qui vont pas raisonner avec toi du tout. Ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à vivre, à faire avant cette année. C'était d'accepter qu'il y a des mecs avec qui je vais jamais pouvoir matcher et que c'est OK. Il y a des gens, genre, c'est pas mon avatar client, tu vois? Genre dans le monde et dans les relations de manière générale et je sais que celui qui va voir que Thibaut a liké ce réel, genre, il va exploser de rire et que en fait, ça te rend juste plus humain et Ça crée un aspect, vulnérable et authentique et c'est aussi ce qui permet de créer énormément de liens avec ton audience donc. ouais. Ouais, c'est ça, c'est en fait montrer que il y a des choses qui, Tu as des convictions, tu as des trucs, que tu approuves, d'autres que tu approuves pas et voilà, que tu as un avis en fait, que tu es humain. ouais, absolument. Ouais, c'est en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est, bah, montrer que tu es un humain. Surtout dans le contenu, c'est et du coup, c'est pour ça que quand tu fais du contenu et ce genre de choses, bah, toujours être authentique, toujours montrer, ton vrai visage parce que je pense que la pire chose qui peut se passer, c'est de mettre un masque et que ce masque explose. Parce que du coup, les gens sont pas abonnés à toi, mais ils sont abonnés au masque que tu as mis. Du coup, tu es enfermé là-dedans et tu t'oublies complètement, dans ce process, mais ouais. Non, mais ça sort un peu de c'est pas vraiment l'approche qu'on a. Pour revenir un peu sur Autobahn, qu'est-ce que tu donnerais comme, tu dirais quoi à un mec qui voit mes vidéos, qui a envie de me rejoindre depuis un moment, mais qui n'a pas encore fait le step? Genre qui a peur de prendre un appel ou tu vois, qui n'est pas encore, sûr de lui? Mmh, bon, ça dépend évidemment de la situation de la personne. C'est généralement quelqu'un qui va tu vois, il y a 2 types de personnes qui rejoignent en ce moment. Tu as soit celui qui fait déjà, 2-3 cas par mois, un peu comme toi tu étais avant et qui veut,
systématiser ces process et puis pouvoir, monter à 5-10 cas par mois. Mais plus tu as plus de personnes qui sont à zéro, tu vois? Des fois, ont même pas commencé le contenu ou qui sont en train de le commencer, qui hésitent à se faire accompagner ou hésitent à investir en eux, tu vois? C'est peut-être leur première formation qu'ils vont prendre et qui sont en train de se poser des questions. Compliqué à répondre parce que je pense que, dans ces gens-là, qui sont, potentiellement encore salariés, mais qui aspirent à quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a une grosse partie de ces gens-là qui ne supporteraient pas les contraintes de l'entrepreneuriat, tu vois? Dans le sens où le salariat comme l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Si tu sais que le salariat, c'est pas fait pour toi, au point où c'est vraiment une situation douloureuse de laquelle tu as envie de te défaire et que tu te vois pas 10 ans, 20 ans dans une boîte à écouter les ordres de ton patron et avoir les contraintes comme les avantages du salariat, dans ce cas-là, je te dirais de pas perdre plus de temps que tu as déjà perdu et de prendre un appel avec Thibaut parce que, hem pourras pas avancer plus vite que en te faisant accompagner par quelqu'un qui a déjà accompagné des centaines de personnes à réaliser ce changement, même si tu as tendance à le penser. Oui, tu vas pouvoir changer de situation, tu vas pouvoir peut-être quitter le salariat, faire les choses par toi-même en regardant des tutos, en lisant des livres et cetera, mais ça va juste te prendre du temps, genre 10 fois, 100 fois plus de temps que ce que ça aurait été le cas si tu avais accepté de troquer un petit peu d'argent pour gagner du temps. Et moi, je pense que c'est une erreur que j'ai fait longtemps et qu'aujourd'hui, tu vois, maintenant que je l'ai fait plusieurs fois, je suis très content d'avoir franchi ce cap-là, c'est de se faire accompagner en fait, de juste pas avoir peur de se faire accompagner, mais dans toutes les sphères de ta vie en fait, pas que dans l'aspect business, mais dans le sport, dans les relations, dans les problèmes, dans les domaines dans lesquels tu as envie de devenir meilleur et toi accompagner parce que tu vas gagner tellement de temps et très souvent, d'autant plus là, dans un accompagnement business où il est question de gagner de l'argent par la suite, en fait, ton investissement, mais il est tellement vite rentabilisé. Tu vas dépenser une certaine somme, mais tu vas très, très vite la récupérer sur ton compte et beaucoup plus. Ça va énormément te simplifier la vie et vraiment, je pense que, c'est une grosse erreur de vouloir faire les choses par soi-même. Évidemment, ça dépend de ta situation financière, mais je pense qu'on est tous capables aujourd'hui, tous capables. En tout cas, si aujourd'hui, voilà, tu es, peut-être, célibataire sans enfant, que t'as pas des grandes responsabilités, que tu un travail, on est tous capables d'épargner, 100, 200, 300, 500 € par mois, hem, pour l'investir dans quelque chose qui nous permettra d'avoir une meilleure situation à l'avenir et je pense qu'il y a pas meilleur move aujourd'hui que d'investir dans de l'accompagnement, individualisé, quelque chose qui va te permettre d'avoir une structure, un process, une feuille de route, un plan d'action concret à mettre en place et en application. Évidemment, ça demandera des efforts et ça demandera du temps, de l'investissement personnel. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Tu à être entrepreneur et à claquer des doigts et à faire en sorte de gagner 5 000, 10 000 € par mois sans rien faire, ça va pas se passer comme ça. Mais si tu es capable de travailler sur toi, que tu as envie de devenir une meilleure version de toi-même, d'évoluer, d'apprendre et de gagner du temps, alors dans ce cas-là, je pense que l'accompagnement de Thibaut, il est fait pour toi. Tiens, joli, très joli et ouais, ça rejoint un peu cette mentalité de devenir souverain de sa propre vie, quoi. Il y en a qui, des fois, veulent juste pas être responsables de leurs revenus et parce qu'ils savent qu'ils vont soit peut-être pas pouvoir l'assumer, soit c'est trop de pression et qui, des fois, sont bien dans le salariat et qu'ils sont performants là-dedans, tu Bien sûr, c'est pour ça que je dis que, tu vois, je pourrais, je pourrais dire que c'est fait pour tout le monde. L'accompagnement de Thibaut, c'est magnifique, c'est génial, c'est fait pour tout le monde, mais je pense, c'est même pas ce qui t'intéresse ici. Je pense que ce que tu as envie, c'est que je cible vraiment ton avatar et les personnes avec qui tu veux réellement travailler, avec qui tu peux réellement apporter des résultats. Parce que les résultats, ils vont se manifester que si toi, en tant qu'élève, en tant que coaché, tu es coachable et que tu es prêt à faire ce qu'il y a à faire. Ça va pas tomber du ciel. Et même pour toi, tu vois, c'est plus intéressant d'accompagner des personnes qui se bougent, qui sont prêts à mettre en action, à mettre en pratique les conseils que tu donnes,
comme moi, tu vois? J'ai pas envie d'avoir des personnes, à qui j'ai besoin d'envoyer des messages tous les jours pour dire: «Est-ce que tu as fait ta séance?» et tout, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'avoir des personnes qui sont autonomes, qui sont capables de faire le travail eux-mêmes. Pour toi, j'imagine que c'est exactement la même chose et toi, tu vas avoir de bien meilleurs résultats, donc des bien meilleurs témoignages en ayant ces personnes-là et la personne en face, elle va avoir plus de résultats aussi parce qu'elle a le potentiel et les capacités pour aller dans la direction dans laquelle tu es capable de l'amener. Donc ouais, si tu bien dans le salariat, en tout cas, que c'est pas une situation qui est suffisamment inconfortable pour que tu te bouges, pour avoir une situation différente, l'accompagnement de Thibaut, c'est peut-être pas fait pour toi. Par contre, si c'est vraiment douloureux et que tu as les capacités pour embrasser et accepter les contraintes comme les avantages de l'entrepreneuriat, dans ce cas-là, fonce parce que moi je l'aurais fait 10 fois en vrai. Je l'aurais fait 10 fois, je sais même pas comment dire, tu vois? Mais je trouve que c'est vraiment bête de pas le faire, en fait. C'est vraiment bête de pas le faire parce que t'as rien à perdre, en fait. T'as rien à perdre et même si à part si tu mets pas les choses en place, encore une fois. Dans ce cas-là, t'as à perdre. Mais si tu suis le truc, t'as rien à perdre, tu vas que pouvoir, grimper Tu vois et que évoluer, tu ouais, vois? tu vas devenir une nouvelle personne qui va avoir des résultats qui sont nouveaux, qui vont plus convenir à la réalité que tu veux avoir finalement et qui juste, rapidité quoi, autobahn. Mmh. C'est quoi Ça l'aspect porte qui bien toi son nom. t'a ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de tout le programme, la manière dont c'était structuré, le fil rouge? Est-ce que tu as qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est très, très bien fait, honnêtement. C'est un format de formation que j'avais encore pas vu jusqu'à présent. Après, j'ai pas fait non plus 15 000 formations, mais et duquel je me suis moi-même beaucoup inspiré, pour être honnête avec toi, pour, le programme que j'ai mis en place, du coup. Je trouve ça bien fait dans le sens où tu as une section par pôle, par secteur, une section positionnement, niche, et cetera. Une section, enfin, je veux dire, positionnement, niche déterminée, son offre, tout ça, donc la base. Ensuite, tu as une section, création de contenu, une section prospection, une section vente et non, c'est bien fait, c'est clair, c'est dense, tu vas loin dans les informations, tu donnes aussi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu fais souvent des analogies, des métaphores et ça aide à comprendre là où tu veux, en venir, à se représenter les choses de manière plus visuelle et non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bien fait et voilà, c'est pas pour rien si, je m'en suis inspiré aussi, c'est que j'ai trouvé ça, cool comme format donc ouais, très bien. OK, excellent et je suis content que tu puisses t'inspirer de ce format parce que même moi, c'est un format que j'ai appris de Charlie. En fait, OK. c'est lui qui m'a expliqué comment faire quelque chose. En fait, l'idée, c'est comment transmettre au mieux d'informations à quelqu'un, en prenant les subtilités que tu vois, il y a ce que tu veux dire, comment tu le formules, comment tu le transmets avec l'intonation, comment la personne l'entend, ce qu'elle comprend et l'information finale qu'elle a dans son cerveau, tu vois? Il y a tellement de variables, de choses qu'en en fait, c'est la version la plus simple pour arriver à ce résultat désiré et que tout le monde puisse comprendre parce que c'est visuel, c'est auditif, c'est tu bon, c'est pas kinesthésique malheureusement, mais tu peux vraiment, voir, tu as toutes les manières de te représenter la chose, quoi. Et pour C'est rebondir là-dessus, moi, ce qui m'a le plus aidé en vérité, c'est, justement les feuilles, les feuilles de calcul, les feuilles de tracking, pour la prospection, pour la vente. Je trouve que c'est des choses qui t'amènent énormément de structure, de clarté sur, les chiffres, sur ce que tu fais bien, sur ce que tu fais pas bien, parce que du coup, encore une fois, en traquant les choses et en fait, c'est bête parce que tu vois, je le fais pour moi dans mes entraînements, dans le sens où je traque mes entraînements, je traque différentes choses, différentes données qui sont importantes, mais je le faisais pas encore pour le côté business. En tout cas pas de manière aussi poussée que toi tu le proposes et je trouve que c'est excellent, ça te donne vraiment une de la structure en fait, ça te donne un cadre, ça te donne, des choses concrètes pour pouvoir analyser, perfectionner, améliorer et moi c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ton accompagnement, c'est justement les feuilles, les feuilles que tu partages, les feuilles de calcul et cetera. pour donner un peu un exemple parce que je sais que ça peut être un peu, heu, parce que en fait, j'aime bien parce que moi je sais que moi je suis extrêmement visuel, tu vois? Quand je vais prendre un programme ou quoi, je sais que ce qui me convainc, c'est vraiment le côté,
où je vois les choses concrètement. Donc là, si on reprend là, on est dans l'espace formation de l'autobahn, on peut voir directement les wins des gens. Alors si on reprend, un peu plus bas, on a le bilan, juillet pour toi, par exemple, hem et puis derrière, dans le programme, quand on parle des feuilles de calcul, c'est vraiment des feuilles de calcul de ça peut en faire peur à certains, mais je sais que c'est moi ce qui me plaît le plus dans la feuille mère où tu as vraiment des feuilles de qui sont colossales pour la prospection, pour la vente, pour traquer ses data. C'est ça qui fait vraiment en fait, ça fait vraiment l'homme derrière le business, quoi. Vu que tu es capable de pouvoir traquer tes data, tu es capable de prendre des décisions qui sont alignées et derrière, bah, de pouvoir avancer là où tu veux, quoi. Je pense que le plus valuable, ce qui apporte le plus de valeur, c'est vraiment je sais que toi, tu y as pas beaucoup participé parce qu'on avait un côté plus, personnalisé, c'était l'offre que je proposais à l'époque, mais genre les 3 coachings de groupe par semaine, je sais que c'est la chose qui a fait que le plus de personnes ont des résultats. C'est tous ceux qui viennent au coaching tribal ont des résultats de fou. Il y a un exemple que je veux donner là, qui me sidère complètement. Je sais pas si tu as pu voir les résultats passer, mais il y a un gaillard qui est rentré il y a peu de temps, qui s'appelle Valentin. Ça OK. fait 2 Ah, semaines j'ai pas qu'il est vu, là non. et en fait, il a eu des réels qui est en train de 71K, 32K, qui sont en train mais il est en train d'exploser complètement. Alors que ça fait que 2 semaines, tu vois? Ça fait 1 an, qu'il crée du contenu tout seul, donc 150 abonnés Instagram, 30K de vues par mois et là, il est en train de si je montre juste son Insta complet, mais il est en train d'exploser complètement. Attends, je te montre juste, hop, les partages d'écran. Alors là, je crois que putain, il est putain de merde. Ah ouais. Alors juste, il y a 2 jours, il était à 800 followers. Il est monté à 3K. En fait, je pense que c'est ça le plus important quand tu as un accompagnant. C'est de putain, attends, je suis choqué du résultat parce que je pensais pas qu'il avait autant. Honnêtement, là, ça me En 2 jours, il a triplé son audience. c'est incroyable. Enfin, je pensais pas que c'était autant. Et il y a un autre élève qui a eu un réel qui est monté à 1,5 million. Vraiment, c'est le plus beau, c'est que je lui ai montré quelle forme à mettre en place. Il l'a mis en place et il m'a dit: «OK, je fais quoi?» Et je lui ai dit: «Triple le volume». Il a triplé et il a triplé l'audience. En fait, vraiment, il m'a dit: «J'ai rien fait, j'ai juste écouté ce que tu m'as dit et je l'ai appliqué» et naturellement, il a eu des résultats. Putain, ouais, je pense que des fois, Magnifique. je pensais pas qu'il avait 3, je pensais qu'il avait, tu sais quoi, genre 1 500, 2 000, tu vois? Mais t'as besoin de parfois, enfin, moi, je sais que je fonctionne comme ça, tu besoin d'avoir quelqu'un derrière toi qui te dit, tu sais, tu poses le cerveau parce que t'entends tellement de sons de cloche différents, il y a tellement de méthodologies différentes et encore une fois, c'est valable dans le business, mais dans tout, en fait. T'entends vraiment tout et son contraire et je pense que la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est juste de suivre une méthodologie qui a fait ses preuves, qui fonctionne et de poser le cerveau, tu vois? Même s'il y a des trucs peut-être avec lesquels tu vas te dire: «OK, c'est bizarre de fonctionner comme ça, c'est bizarre de faire ça». Juste, comme on dit, trust the process, fais les choses et te pose pas de questions et juste en faisant ça, des fois, tu débloques des situations que tu aurais pensé, que Impossible. que tu pensé impossibles, ouais et je trouve ça vraiment puissant, tu vois? Du coup, là, c'est probablement ce qui s'est passé pour lui. Ouais, grave, il a posé son cerveau, il s'est dit: «OK». En fait, il a la capacité de se dire: «J'ai confiance en moi pour avoir les résultats que j'ai maintenant, mais j'ai confiance en lui pour apporter les résultats que je veux. Donc j'ai suffisamment confiance en lui pour ne pas réfléchir, ne pas remettre en question, appliquer ce qu'il me dit, fermer ma gueule et juste y aller». Et en fait, c'est ça qui fait que derrière tu as les résultats, quoi. C'est ça, C'est que tu as 100%. que les résultats que tu mérites à l'heure actuelle. Ah, je kiffe. Franchement, ce podcast, c'est un vrai plaisir et je suis très content d'avoir travaillé avec toi, mec, parce que tu es quelqu'un de très sage. On sent que tu es posé, que tu sais ce que tu veux faire. Il y a vraiment cette expérience avec l'âge qui vient. Moi, je suis encore un peu, ça va encore un peu dans tous les sens et je sens que vraiment tu es quelqu'un de posé et c'était vraiment un plaisir de pouvoir bosser avec toi parce que tu appliques. Tu veux prendre les résultats et derrière, ben, ça fait du choc à pic, quoi. Merci Thibaut. Comme je t'ai dit déjà plusieurs fois, merci à toi. J'ai beaucoup appris en l'espace de 6 mois et je sais que j'ai pas été le meilleur élève parce que j'avais d'autres trucs à gérer mais non, c'est cool franchement ce que tu proposes, c'est vraiment de la bombe et
Félicitations, comme je t'ai déjà dit, de voir quelqu'un à cet âge-là, qui a déjà accompli autant, qui a autant de maturité et qui a mis autant de choses en place, ça force le respect, donc bien joué. Merci beaucoup. Franchement, ça me touche et puis, bah, là, on est parti pour conquérir, le reste ensemble, quoi. Yes, Purée. Bah, écoute, est-ce que tu as un dernier message que tu veux faire passer à notre ami qui nous regarde? on l'appelle? Le premier lien en description. Ouais, Ouais, juste exactement. ça, hein, si tu perdu du temps déjà, perds-en pas plus, quoi. Bah, Il y a écoute, rien de plus précieux que le temps, les gars. c'est vrai, complètement. En fait, l'argent, tu sais, c'est illimité l'argent. On réalise pas à quel point il y a des milliards sur terre. Par contre, ton temps, il est compté et chaque seconde qui passe, tu sais, on se dit: «Non, mais c'est bon, j'ai le mois d'après, non, mais j'ai la semaine d'après». Cette semaine, tu vas y repenser quand tu auras 80 balais, tu vas dire: «Pourquoi est-ce que j'ai pas agi à ce moment-là, quoi?» Mais tellement. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a pas grand-chose de plus à dire, on a dit le plus important ici, quoi. Et c'est même le contraste, la dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport à Dubaï. Tu vois, je me suis projeté à 80 ans et je me suis dit: «Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi? Quelques millions économisés en impôts ou une cinquantaine de repas que je passais en plus avec, ma mamie, avec mes grands-parents, avec mes parents, avec, mes frères?» Tu vois, c'est quoi ce que je valorise le plus? Je me dis genre, je serais déjà milliardaire, genre, je sais pas si j'aurais des milliards, mais tu vois, genre, je serais millionnaire. C'est pas parce que j'aurais économisé quelques centaines de milliers d'euros en taxes que je serais plus heureux. Je serais plus heureux si j'ai plus de souvenirs avec mon petit frère où on fait les cons en montagne ou, si on va faire des Spartans, des ultras. Alors ça, c'est marrant, tu vois? Là, on rigole. Mais Ça rejoint un grave, peu le côté, complet dont on parlait avant, mais c'est faire des actions de con où tu crées des vrais souvenirs et où tu vas creuser en toi et après, bah, juste tu crées une confiance qui est saine et tu peux derrière transmettre ça à tes enfants, quoi. mmh, C'est la 100 finalité. 100 ça a tellement plus de valeur, c'est irremplaçable. C'est beau ce que tu as dit, Thibaut. Mec, toi aussi, c'est beau, putain. Ça va être cool. J'ai hâte. J'ai pas encore parlé à Charlène de ça, mais je veux qu'on fasse un podcast avec elle parce qu'elle, elle a fait les 10K là, le mois dernier. C'est tellement bien. Franchement, je suis trop content parce que c'était, genre dans le timeline, genre, ça pouvait pas arriver à un meilleur moment, tu vois? Et je suis chaud qu'on fasse au moins un podcast tous les 2. Faut que je lui demande son avis, voir si elle est d'accord déjà. Heu, Ouais, tu seras d'accord. mais mais ouais, franchement, les 2 vous êtes top. Écoute, boss, merci beaucoup et puis, à toi qui regardes dans cette vidéo, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et voilà. À Merci bientôt. Thibaut, à bientôt, bye. Ciao, ciao.